C'est un réel plaisir de vous savoir nombreux à ce rendez-vous de l'information. Madame, Messieurs, voici le sommaire de cette édition. L'opposition béninoise réclame des élections législatives inclusives. Elle a battu le macadam ce lundi 11 mars 2019 pour le faire savoir. Vous suivrez le compte-rendu de Carole Olaye dans ce journal. Les travaux du 3e congrès de la Confédération africaine et arabe de gynécologie obstétrique et de la 3e édition de la journée scientifique nationale des gynécologues obstétriques du Bénin ont pris fin ce week-end. Nous en parlerons encore dans cette édition. Il y a un train qui est en marche et ne s'arrêtera pas à Marseille. Un millier d'Algériens et de Français d'origine algérienne manifestent contre la candidature du président algérien Bouteflika à un 5e mandat. Vous en saurez davantage dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition. Je vous l'annonçais en titre, l'opposition béninoise proteste contre l'exclusion de leur parti des élections législatives. Ils l'ont fait savoir par une marche pacifique dans la matinée de ce lundi 11 mars. Elle est partie du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou et a échoué à la place de l'Étoile Rouge. Ont répondu présents à cette marche les militants des Foscori pour un Bénin émergent FCBE, de l'Union sociale libérale USL, du parti Restaurer l'Espoir, mais aussi du parti communiste du Bénin PCB. Certains responsables syndicaux étaient aussi au rendez-vous aux côtés de l'opposition au cours de cette marche qui a duré plusieurs heures. Compte rendu, Carole Olaye, Fontenelle-Ressou, Fréjus Fiossi. Elle est historique et a été l'occasion pour des centaines de milliers de Béninois d'exprimer leur mécontentement, frustration et ras-le-bol face à la gestion du pays par le gouvernement de la rupture. Loin d'être un rassemblement des leaders de l'opposition et de leurs militants, à travers cette marche, c'est tout un peuple qui s'est adressé enfin au président Patrice Talon. Je participe à cette marche pour manifester mon mécontentement par rapport d'une façon générale à la manière dont le pays est conduit. Je participe à cette marche parce que j'ai faim et la démocratie est la dernière chose qui nous permet encore de dire que nous avons faim. Je participe à cette marche parce que quand on n'est pas d'accord, on dit non. Je participe à cette marche parce que je pense que tous les Béninois ont le devoir de contribuer au développement de notre pays. L'opposition doit aller au vote. S'il veut ou pas, sinon il descend et nous prenons nos sièges, oui, nos pouvoirs, c'est tout. Notre lutte, c'est une lutte de défense des principes démocratiques. C'est à travers slogans, chants et divers messages inscrits sur les banderoles et pancartes que ces manifestants ont soutenu la lutte de l'opposition pour la pérennisation de la paix et de la démocratie béninoise en réclamant prioritairement la participation de l'opposition aux législatives d'avril 2019. Démarrée aux environs de 10 heures de l'esplanade du stade général Mathieu Kérékou de Coronnon, cette marche a échoué à la place de l'Étoile Rouge. Il faut dire qu'au thème de cette marche, Carole Olaye a tendu son micro à certains leaders de l'opposition béninoise qui se sont exprimés. Suivez plutôt. Vos yeux ont vu, vous savez que nous sommes allés largement au-delà des 40 000. Cela témoigne de l'adhésion des populations béninoises, particulièrement des populations de Cotonou, à nos idéaux, à nos valeurs et aux valeurs que nous voulons que le Bénin porte. Nous voulons que le Bénin porte la démocratie. Nous voulons que le Bénin porte la compétition, la vraie compétition. Nous voulons que les opposants, l'opposition participent aux élections. C'est vrai que si la majorité, si la mouvance est convaincue de son échec avec la participation de l'opposition, il faut quand même faire la compétition. Donc, nous avons voulu démontrer aujourd'hui au chef de l'État et à tous les sceptiques que la population béninoise est en phase avec l'opposition, que la population béninoise veut de la démocratie, que la population béninoise veut d'élections pacifiques et transparentes, mais surtout que nous voulons de la paix dans notre pays. Écoutez, il y a juste l'expression d'un ras-le-bol. Voilà. Depuis 3 ans, on a comme le sentiment d'une violation presque constante des libertés individuelles et collectives.
On a le sentiment d'avoir un rouleau compresseur qui ne permet plus du tout aux gens de respirer. Et je crois que ça a atteint son summum avec, en tout cas, l'impression qu'on a eue qu'on voulait aller aux législatives sans vraiment associer l'opposition. Voilà. Et on s'est dit qu'à ce moment-là, il valait mieux trouver une occasion pour l'exprimer. Et c'est ce que les gens font aujourd'hui. Il faut juste pouvoir dire à un moment donné à un régime qui vous dirige, qui vous gouverne, qu'il y a des limites. Et que même lorsqu'on a le pouvoir d'État, tout n'est pas possible. Tout n'est vraiment pas possible. Il faut forcément se donner des limites. Et quand le gouvernement lui-même ne veut pas se donner les limites, il ne reste alors que le peuple pour le lui rappeler et pour le fixer. Et je pense que c'est l'expression d'un ras-le-bol, c'est pour ça qu'il faut le prendre. Et moi, c'est une occasion, je n'ai jamais marché au Bénin, donc c'est la première fois que je marche. Et c'est avec beaucoup de plaisir. Nous avons décidé, n'est-ce pas, de sortir pour dire au président de la République qu'il doit écouter le peuple béninois, qu'il doit écouter l'opposition. Depuis 1990, depuis le renouveau démocratique, on n'a jamais fait d'élection dans ce pays sans parti d'opposition. Donc il n'y a pas de raison que ce soit maintenant, 30 ans après, qu'on puisse exclure l'opposition des élections législatives et de toutes les élections à venir. Ce que l'USL attend, c'est la même chose que les autres partis de l'opposition. C'est de montrer que le peuple béninois, à travers les populations de Cotonou, Calavi et Porto-Novo, veulent dire non à Patrice Talon, veulent dire non à la gouvernance qui nous est opposée, veulent dire non à la volonté d'exclure l'opposition des prochaines élections. Les travaux du 3e congrès de la Confédération africaine et arabe de gynécologie obstétrique et de la 3e édition de la journée scientifique nationale des gynécologues obstétriques du Bénin ont pris fin ce week-end. C'est la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso, qui a clôturé les activités. On l'écoute. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver avec vous ce samedi 10 mars 2019 dans cette salle de réunion au moment où les rideaux tombent sur les travaux du 3e congrès de la Fédération africaine et arabe de gynécologie obstétrique, jumelé avec les 3e journées scientifiques du colloque national des gynécologues obstétriciens du Bénin. À l'ouverture de vos travaux dans cette même salle, le 7 mars 2019, vous vous êtes lancé comme défi de vous pencher sur 3 thèmes, à savoir la césarienne, la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, le transfert de technologie en gynécologie. Durant ces 3 jours, sous la conduite des modérateurs de haut niveau, vous avez, à travers conférences, tables rondes et communications orales, abordé sous tous les angles chacun des thèmes retenus. Ces différentes sessions ont donné lieu à des débats très enrichissants qui ont permis à chacun de participer activement aux travaux. Le rapport qui a été lu montre votre pleine participation à ces travaux et les recommandations qui sont issues de ce rapport seront prises en compte et compte rendu sera fait à l'autorité. Allons à présent à Lokossa, où l'agence belge de développement Enabel a procédé ce vendredi à la remise de kits de matériels agricoles aux unions communales des coopératives de producteurs du Mono et du Koufo. La cérémonie a connu la présence du ministre de l'Agriculture et s'est déroulée dans la cour des locaux de Enabel à Lokossa. Voici le point de l'événement avec Jonas Bouchi. Grâce à l'agence belge de développement Enabel, 8 unions communales de coopératives des producteurs agricoles des départements du Mono et du Koufo disposent des kits de matériel agricole composés d'un tracteur de 110 chevaux, une charrue, un rétrobatteur, des motopompes, des pulvérisateurs et bien d'autres équipements de transformation des produits agricoles. Depuis plus d'une décennie, Enabel intervient dans les départements du Mono et du Koufo à travers différents projets et programmes dans l'accompagnement des acteurs du secteur agricole dont le souci est d'améliorer les conditions de vie des populations de nos 2 départements. Dans ce cadre, afin de consolider et étendre encore les impacts générés,
110 coopératives de production et 18 entreprises rurales de fourniture de services de proximité réparties dans les 12 communes du Mono-Koufo recevront encore des appuis en 2019 suite à un processus basé sur l'approche participative des acteurs des différentes filières. Ce dernier appui de Enabel aux producteurs agricoles du Mono et du Koufo contribue énormément à l'atteinte des objectifs du président Patrice Talon tel qu'il l'a prévu dans son programme d'action de gouvernement selon le ministre de l'Agriculture Gaston Dossoui. Ces équipements d'une valeur totale de 400 millions, je dis bien 400 millions, vont fortement contribuer à la création d'emplois, à l'amélioration des activités et par conséquent à l'atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement. Ces matériels permettront d'impacter les populations des 12 communes des départements du Mono et du Koufo. En effet, l'usage de ces tracteurs permettra de rendre des services à plus de 3000 agriculteurs membres des coopératives des filières riz et maraîchage pour emblaver plus de 5000 hectares par an. Manquant de mots pouvant traduire leur gratitude à la taille de la valeur des matériels reçus, le porte-parole des bénéficiaires s'est simplement contenté d'une promesse faite aux donateurs et au ministre de l'Agriculture. Nous prenons ici l'engagement ferme d'utiliser, d'entretenir et de maintenir en bon état les équipements que nous venons de recevoir pour que ceci soit profitable pour notre bonheur et celui des populations du Mono et du Koufo. Avec ce don de matériel aux agriculteurs du Mono et du Koufo, c'est le rêve de la mécanisation de l'agriculture béninoise qui se réalise progressivement. Vous le savez, depuis 2 semaines, le gouvernement béninois a initié le recensement des artisans dans la ville de Porto-Novo. Comment se déroule cette opération? Amen Didier Oumpenoundi a fait l'état des lieux de l'opération nationale de recensement à Porto-Novo. Suivez son constat. Image Romaric de Vauchy. Dans les 5 arrondissements de la ville capitale Porto-Novo, le recensement démarré le 27 février suit son cours, mais avec grande peine. On peut dire qu'ils sont en train de sortir, mais pas en tant que tel, parce qu'il semble que la sensibilisation n'a pas été comme il le faut. Et il y a aussi que les gens n'ont pas compris l'importance de la chose. Et d'autres disent que c'est pour les taxer après, c'est pour prendre d'impôts que nous sommes en train de le faire. Donc c'est les arguments qui sont en train d'avancer. Les questions posées aux artisans semblent les repousser, nous expliquent ici les agents recenseurs dans le 1er arrondissement. Si on peut le dire ainsi, parce qu'à un niveau, on leur demande où est situé l'atelier, où est-ce qu'ils sont, leur construction, comment est-ce que c'est. Donc ça fait qu'en même temps ils ont d'arrière-pensée, la comptabilité aussi. Et quand on leur demande vraiment c'est là, on parle un peu. L'agent relais des artisans prévu à chaque poste de recensement joue parfaitement son rôle de facilitateur. Je crois que c'est très important pour nos artisans que ils ont au moins un responsable à la table des recensements. Parce que ça permet à ces gens-là de connaître que effectivement ils sont impliqués, que ce n'est pas pour leur brimer ou bien leur donner des impositions des taxes. Quand ils ont vu qu'il y a un responsable des artisans à la table, ici rapproche. On peut dénombrer plusieurs types de métiers concernés par ce recensement national des artisans. Il y a la couture, l'horloger, lavage, les stylistes, un peu de tout, en dehors des fonctionnaires, uniquement que les artisans. Les IM sont impliqués, mais ils n'ont pas eu l'information qu'il faut. Ce n'est pas des démarches qu'on a pu joindre maintenant le président des syndicats des IM. On l'a informé d'informer ses membres de passer au bureau des inscriptions pour se faire inscrire. Jusqu'à ce jour, au 1er arrondissement, on n'en a eu que 4. Il y a cette question de la présentation du récépissé du RAVIP, mais l'opération a choisi la bonne voie. Bon, au cours de la formation, on nous a dit ceux qui viennent avec les récépissés, on les recense.
ceux qui ne viennent pas, ceux qui ont perdu ou qui n'avaient pas fait de RAVIP, on les enroule de nouveau avant de les recenser. La réticence était là dès le début de cette opération, mais peu à peu, les artisans se font enrôler. On a voulu avoir ce recensement, mais Dieu merci que c'est arrivé maintenant. Donc, ceux qui ne sont pas impliqués, qui ne savent pas l'importance, c'est eux qui sont en train de se faire un peu réticents. Mais maintenant, on sent qu'ils sont en train de comprendre que c'est un papier qu'il faut avoir en tant qu'artisan. Il faut avoir forcément une carte. Beaucoup estiment que ce délai ne pourra pas permettre de recenser un grand nombre d'artisans. Ce journal se poursuit, Journée internationale de la femme, c'était le 8 mars, nous en parlerons encore dans cette édition. Les différentes activités organisées dans ce cadre contribuent-elles réellement à l'émancipation, j'allais dire, de la femme? Réponse dans cette analyse de Roland Laurent Tonneikes. 8 mars, date retenue depuis 1977 pour célébrer la femme. Une journée au cours de laquelle des séminaires, des forats, des séances de réjouissance sont organisées pour honorer les femmes. Il y a un aspect positif, c'est vrai, parce que les femmes sortent et se font voir. Mais derrière, qu'est-ce qu'il ressort réellement? Quelles sont les meilleures pratiques qu'on peut retenir de cela? Nous, les femmes au Bénin, nous avons nos problèmes, nous avons nos difficultés. Et il serait normal qu'à cette occasion précisément, toutes les femmes se réunissent et réfléchissent sur leur devenir, sur leur autonomisation, sur leur développement personnel et sur leur apport à la société. Une journée de réflexion donc sur l'émancipation et l'autonomisation de la femme. Autonomisation et émancipation qui ne sauraient être effectives sans la complicité des hommes, mais également la solidarité entre les femmes. L'émancipation de la femme, mais avec l'accompagnement de l'homme. Moi, je préfère ce thème-là. Alors, maintenant, lorsque vous arrivez à faire cela, vous allez remarquer que l'atmosphère est plus simple. Mais regardez le pourcentage de femmes qu'il y a au Bénin, près de 52% de femmes. Si nous, les femmes, nous arrivons à se faire confiance entre nous, à s'accepter entre nous, je pense que les choses iront encore plus vite. Parce qu'on a ce problème dans notre société au Bénin. Et la femme craint la femme, alors que la femme doit soutenir la femme pour aller de l'avant. Maître Marie-Élise Bédo se réjouit du sérieux qui caractérise cette journée depuis quelques années. Toutefois, par rapport au positionnement des femmes dans les instances de prise de décision, elle estime qu'il y a encore du chemin à faire. Moi, je fais partie des personnes qui n'étaient pas contentes de voir qu'on prenait le 8 mars pour porter de gros turbans, de danser, de tourner les fesses et de dire que c'est la fête. Mais je crois que de plus en plus, d'abord on a stoppé ça. Vous n'allez pas me dire le contraire. C'est interdit maintenant de prendre ce 8 mars pour danser, chanter, etc. Et c'est pour ça que moi, encore une fois, je prends cette journée pour plaider, pour dire que la Constitution a donné un instrument juridique, une disposition juridique qui dit bien que l'homme et la femme sont égaux en droit. Moi, personnellement, je ne pense plus qu'on puisse adopter d'autres lois supplémentaires pour dire ce qui est déjà dit. Parce que le plus important, ce n'est pas les lois. Pour dire qu'il y a parité, l'homme et la femme sont égaux en droit. Moi, je pense que avec l'article 26, le chef de l'État, c'est-à-dire l'exécutif, doit s'assurer que cet article 26 est appliqué dans toutes les institutions, dans les administrations publiques, privées et à tous les niveaux. Célébrer la femme le 8 mars n'est pas mauvais en soi, mais la mise en application effective de l'article 26 de notre Constitution au quotidien par les pouvoirs publics et les partis politiques serait l'idéal. Les secouristes recherchent des corps parmi les débris du vol ET-302 d'Ethiopian Airlines qui s'est écrasé dimanche dans un champ près du village de Touloufara, près de la ville de Bishoftu, tuant 8 membres d'équipage et 149 passagers issus de 35
pays. La compagnie aérienne a immobilisé sa flotte de Boeing 737 MAX 8 à la suite de l'accident. Les détails concernant l'identité des passagers commençaient à émerger. Un député slovaque a ainsi perdu sa famille. C'est une infinie tristesse que j'annonce c'est avec une infinie tristesse que j'annonce que ma famille, que ma chère épouse Blanca, mon fils Martin et ma fille Michala ont péri dans la tragédie aérienne à Addis Abeba ce matin, a écrit le député sur son compte Facebook. Un responsable de la fédération kenyane de football, Hussein Swal, et un archéologue italien et conseiller à la culture de la région Sicile Sud, Sebastiano Tusa, font partie des morts. On écoute le président directeur général de Ethiopian Airlines. Nous sommes à nouveau profondément attristés et exprimons nos plus sincères sympathies et condoléances aux familles, amis et parents de nos passagers. C'est un avion neuf, sans remarque technique, piloté par des pilotes expérimentés. Et il n'y a aucune cause que nous pouvons attribuer pour le moment. Mais comme vous le savez, il est de pratique internationale que des enquêteurs internationaux, des enquêteurs de l'aviation civile éthiopienne et du constructeur d'aéronefs des États-Unis, le NTCB, participent à l'enquête. Les Bissau-Guinéens votaient dans la journée de ce dimanche avec l'espoir que ces élections législatives contribueront à sortir d'une interminable crise au sommet de l'État. Ce petit pays lusophone d'Afrique de l'Ouest, longtemps réputé pour son instabilité et non à l'y enfoncer davantage. Quelques 760 000 inscrits ont été appelés aux urnes pour un scrutin à la proportionnelle à un tour avec pour la première fois un minimum de 36% de femmes candidates sur les listes des 21 partis en lice pour 102 sièges à pourvoir. Les premiers résultats sont attendus 48 heures plus tard. Les bureaux de vote s'ouvrent en Guinée-Bissau après 3 années d'impasse politique justifiée par la chute du gouvernement de Domingo Simões Pereira en 2015. Il y a un train qui est en marche, je vous l'annonçais en titre, et il ne s'arrêtera pas à Marseille. Un millier d'Algériens et de Français d'origine algérienne manifestent contre la candidature du président algérien Bouteflika à un 5e mandat. Partis du vieux port, ils ont été bloqués par les forces de l'ordre non loin du consulat d'Algérie. Reportage. Milliers de personnes ont une nouvelle fois manifesté dimanche dans plusieurs villes de France contre la candidature du président Bouteflika à un 5e mandat en Algérie. Souvent revêtus de drapeaux algériens, environ 2000 manifestants réunis sur la place de la République dans le centre de Paris scandaient « Pouvoir assassin » ou « Système dégage » dans une atmosphère bon enfant, faite de youyou des femmes et de stands à merguez et brochettes. Mettons le FLN au musée, un seul héros, le peuple. Pour une rupture radicale avec le système, pouvait-on lire sur les banderoles et pancartes, certaines portées sur la statue de la République. Nous sommes la risée de tout le monde, d'accord? On veut que le système dégage toute l'équipe gouvernementale, d'accord? Voilà. Il n'y a pas les jeunes, il n'y a pas les docteurs d'État, il n'y a pas les ingénieurs d'État. Alors il faut qu'on change le système. C'est une bande de mafieux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, ils seront obligés. Moi j'ai l'espoir fait vivre. Moi j'ai l'espoir. Quand je vois tout ce monde qui sont là, on a l'espoir. Et ils vont partir. Ils sont obligés de partir. On est là, on est dehors jusqu'à quand ils partent, quand ils cèdent, quand ils nous laissent la place. À Marseille, un millier d'Algériens et de Français d'origine algérienne ont également manifesté. La lumière est au bout du tunnel. L'élection ne pourra pas avoir lieu. Un gouvernement provisoire sera mis en place pour organiser un scrutin vraiment démocratique, estime Kader, 49 ans, drapeau algérien sur les épaules. Exigeant une deuxième république pour mettre fin à la royauté du régime algérien en place.
Ces Algériens ou Français d'origine algérienne résumaient la situation en une équation. 4 plus 1 égale 0. Dégage, griffonné au feutre sur un bout de carton. Les manifestants ont été bloqués par les forces de l'ordre non loin du consulat d'Algérie à Marseille, faisant fuser des Macron complices. La France soutient d'un pouvoir assassin. J'insiste pour dire que l'Union européenne, et notamment aussi la France, doit prendre une position claire et sans équivoque. Il n'y a pas de soutien à un régime dictatorial et qui ne permet pas aux gens de s'organiser et d'entrevoir l'avenir sous de meilleurs auspices, et notamment une mise en place d'une démocratie réelle. Voilà. On ne veut pas rester comme spectateur d'une histoire qui s'écrit en direct dans le pays. Et nous aussi, nous sommes partie prenante de ce mouvement de fond qui est né des tréfonds de la jeunesse algérienne, qui a dit et qui dit encore qu'on est fatigué, basta de ce qui se passe dans le pays, basta à l'injustice, basta à beaucoup de choses. L'annonce mi-février d'une candidature à un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis 20 ans, est très affaiblie par un AVC survenu en 2003, a engendré un mouvement de contestation inédit en Algérie. C'est sur ce train en marche contre la candidature du président algérien Bouteflika à un 5e mandat que s'achève cette édition. Si vous avez suivi ce journal, merci. Et sinon, prenez le prochain rendez-vous. Bonne suite de nos programmes en compagnie de Eden TV.